him goodnight. Like she had some kind of a sense. I think she had a sense many times that he wasn't okay, you know? Mhm. She would tell me that sometimes she would find him in his bathroom looking kind of out of it or holding on to. It was only her and her dad. Mhm. So I think she got a lot of intimate time up there with him. Mhm. No one else was up there. Et si l'homme qui a changé la musique pour toujours avait un secret enfermé dans la maison même qu'il a laissé derrière lui, un secret que même sa propre famille a gardé pendant 4 décennies, aujourd'hui, ce mystère est enfin sur le point d'être révélé. Découvrez Riley Keough, la petite fille d'Elvis Presley, qui sort de l'ombre pour révéler les histoires les plus intimes et inédites sur le roi. Pendant plus de 40 ans, l'étage de Graceland, oui, le manoir qui est devenu un sanctuaire pour les fans, est resté une capsule temporelle scellée. Et intacte, pas de photos, pas de visites, pas d'exception. Riley rompt maintenant ce silence, et ce qu'elle partage est tout simplement stupéfiant. Des pièces cachées que personne n'a jamais vues, aux lettres scellées qui murmurent les pensées intimes d'Elvis, en passant par des enregistrements secrets qui pourraient changer la façon dont nous entendons sa musique, Riley Keough tourne la page d'un chapitre qui fut gardé secret pendant des générations. Elle répondra aux questions brûlantes qui hantent les fans depuis des décennies. Un tunnel passait-il sous la maison ? Existe-t-il de la musique que le monde n'a jamais entendue ? Et pourquoi une pièce est-elle encore exactement comme elle l'était le jour de sa mort ? Rejoignez-nous alors que nous voyageons au-delà de la surface polie d'une légende pour découvrir les vérités émotionnelles que seule la propre petite fille du roi peut partager. Voici la petite fille d'Elvis qui a enfin tout révélé sur Elvis. Restez à l'écoute, ce que nous découvrirons changera tout ce que vous pensiez savoir sur le roi. Pendant plus de 4 décennies, le deuxième étage du domaine est resté une sentinelle silencieuse, ses portes verrouillées aux yeux curieux. Aucune photographie, aucune séquence vidéo, aucun murmure fortuit n'a jamais pénétré le seuil qui maintient intact le monde privé d'Elvis. Le silence est devenu presque légendaire, un calme qui s'est accumulé autour de la maison pendant des années, un mur invisible qui maintient le passé figé. Aujourd'hui, pour la première fois dans la mémoire du roi, une nouvelle voix se manifeste pour partager ce qui est resté caché. Riley Keough, sa petite fille, est la gardienne de cet écho toujours présent. Graceland, comme on l'appelle communément, a commencé non pas comme une scène pour la célébrité, mais comme une modeste maison de style néocolonial, érigée en 1939 par un magnat de l'imprimerie locale. La maison était située sur un terrain tranquille. Entouré de champs, ses colonnes blanches et ses fenêtres cintrées lui conférant une grâce digne mais discrète. Lorsqu'Elvis Presley, alors âgé de 22 ans et tourmenté, a acheté le domaine en 1957 pour un acompte modeste de 12 500 $, il cherchait plus qu'une maison. Il aspirait à une retraite loin des feux incessants de la gloire. Le calme, l'intimité, l'architecture sans prétention, tout cela l'a attiré. Mais cela deviendrait bientôt une toile sur laquelle il peindrait sa propre identité, un témoignage vivant de son esprit agité et créatif. Au cours des 20 années suivantes, la maison s'est transformée d'un simple refuge en une extension vibrante de l'homme qui y vivait. La Jungle Room, avec sa moquette verte à longs poils montant jusqu'au plafond et ses meubles en bois sculpté, est devenue un sanctuaire où Elvis pouvait se glisser dans un silence évoquant la forêt tropicale, où il a enregistré certains de ses derniers titres, dont l'envoûtant Moody Blue. Un jardin de méditation, planté en 1964 derrière la maison, deviendra plus tard le lieu de repos du roi, de ses parents, de sa grand-mère et de sa fille Lisa Marie Presley. Les fans errent maintenant parmi les pierres silencieuses de ce jardin, laissant des fleurs, des mots et des marques de révérence dans un moment de réflexion silencieuse. Depuis l'ouverture de ses portes au public en 1982, le domaine a accueilli plus de 20 millions de visiteurs, devenant la deuxième maison la plus visitée aux États-Unis après la Maison-Blanche. Des touristes, des pèlerins et des fans de tous âges parcourent les pièces qui exposent les récompenses d'Elvis, ses combinaisons, ses voitures de collection et d'innombrables objets de sa vie. Pourtant, sous toutes ces expositions, une partie reste fermée, l'étage.
Le deuxième étage, avec ses pièces conservées exactement telles qu'elles étaient le jour de la mort d'Elvis en 1977, a été verrouillé, intact, une capsule temporelle qui a résisté à l'attrait de l'histoire. Le lien de Riley avec ce monde verrouillé est à la fois familial et intime. Ayant grandi en tant que fille de Lisa Marie et petite-fille d'Elvis, elle a passé d'innombrables heures sur le domaine, entendant des histoires chuchotées d'une génération à l'autre. Les après-midi calmes, tandis que les touristes flânaient en bas, Riley se faufilait, avec ses cousins, devant les lourdes portes, jetant un coup d'œil dans un monde figé dans le temps. Elle se souvient du sentiment de crainte et de révérence qu'elle ressentait en se tenant dans une pièce où Elvis avait lu, écrit et pleuré. Le silence n'était pas seulement respectueux, mais presque palpable, une mémoire vivante de l'homme qui remplissait autrefois ses pièces de musique et de rire. Le bureau, peut-être la plus intime des pièces cachées, était un petit espace sombre tapissé d'étagères en bois foncé. On y trouvait des livres sur la numérologie, la théologie chrétienne et le mysticisme oriental, des sujets qui, selon la tradition familiale, fascinaient Elvis. Dans les marges de certains volumes, Riley a repéré des notes manuscrites, des fragments de prières, des paroles de chansons inachevées et des pensées éparses qui semblaient refléter le parcours turbulent d'une superstar. Une page, se souvient-elle, répétait simplement le mot « libre », encore et encore, un mantra obsédant qui reflétait peut-être l'aspiration intérieure d'un homme qui ressentait le poids de la célébrité. À côté du bureau, la chambre où Elvis dormait reste intacte, ses draps de soie toujours drapés sur le lit, l'horloge au-dessus du lit figée à l'heure où les ambulanciers sont arrivés. Riley parle du calme qui imprègne la pièce, du léger parfum de son eau de Cologne qui flotte dans l'air, du sentiment que la présence d'Elvis persiste juste au-delà de la vue. Sur l'une des tables de chevet, une Bible avec des annotations manuscrites repose à côté d'une pile de flacons de médicaments antidouleurs, certains encore pleins. Cachée sous le lit, une boîte à chaussures marquée « Ne pas ouvrir » contenait des lettres, l'une adressée à Lisa Marie, une autre indiquant simplement « À quiconque trouvera ceci après mon départ ». Ces objets sont profondément personnels, et Riley reconnaît que les partager briserait l'intimité que la famille a préservée pendant des décennies. La salle de bain adjacente, l'endroit où Elvis est décédé, est restée telle quelle, un témoignage du moment de son dernier souffle. Riley, honorant la sacralité de l'espace, choisit de ne pas décrire la pièce en détail. Elle affirme cependant qu'elle n'a jamais été altérée, que les serviettes et les accessoires sont restés intacts, une mémoire physique d'un homme qui remplissait autrefois la pièce de rire et de chants. Des rumeurs ont longtemps circulé selon lesquelles le deuxième étage aurait été scellé pour dissimuler une scène de mort simulée ou un sosie, et qu'Elvis se serait échappé en Amérique du Sud. Riley, dans son récit calme et ferme, met fin à ces spéculations. Elle souligne que l'ordre de verrouiller l'étage est venu de Vernon Presley, le père d'Elvis, qui ne voulait pas que cela devienne un coup de publicité. Il s'agissait plutôt d'une décision familiale, d'un sanctuaire privé maintenu par Vernon lui-même, un espace qu'il a gardé scellé, non pas pour la célébrité, mais pour maintenir vivante la mémoire de son fils pour ceux qui pouvaient apprécier la profondeur de son parcours. Ce que Riley partage, même à travers de brèves mentions de pièces et d'artefacts, est une révélation de l'humanité de son grand-père, un aspect du roi qui n'était pas toujours perçu à travers le prisme de son image publique. Pour Riley, les pièces verrouillées ne sont pas un coffre-fort de secrets, mais un endroit où le roi n'est jamais vraiment parti. Chaque livre, chaque drap de soie, chaque parfum léger, tout sert d'archive vivante, un doux rappel que certaines mémoires sont destinées à être gardées avec respect. Ainsi, le monde ayant enfin eu un aperçu derrière une porte restée close pendant 40 ans, le récit de Graceland s'étend au-delà de ses expositions publiques. Il devient une histoire de révérence, de dévotion familiale et d'équilibre délicat entre souvenir et intimité. La voix de Riley résonne dans les couloirs du domaine, un nouveau chapitre qui honore le passé tout en protégeant la sacralité des souvenirs qui définissent le véritable héritage d'un roi. L'étage reste un sanctuaire tranquille, un endroit où Elvis se retirait pour trouver la solitude. Dans un petit coin caché au bout du couloir, Riley a découvert une pièce qui ressemblait à un jardin secret.
Un éclairage tamisé, des coussins éparpillés sur le sol et une vieille machine sonore émettant un doux bourdonnement créent une atmosphère de quiétude. C'est ce que Riley appelle la chambre silencieuse, un espace de méditation qu'il a lui-même conçu pour la prière, la réflexion et l'évasion. Aucune photographie ne l'immortalise, aucun récit de fans n'en fait mention, et jusqu'à ce que Riley en parle, personne ne savait qu'elle existait. Dans cette pièce, Elvis cherchait la paix qui lui échappait dans un monde qui ne s'arrêtait jamais pour lui. Riley explique pourquoi elle a décidé de mettre en lumière cette partie cachée du domaine. Pendant des années, l'étage est resté silencieux par nécessité. Lisa Marie, sa mère, gardait cette partie de la maison avec une tendresse farouche. C'était trop douloureux, trop sacré, trop irrésolu. Après le décès de Lisa Marie, Riley s'est retrouvée non seulement propriétaire de Graceland, mais aussi la voix d'un héritage familial. Elle a estimé que le moment était venu de partager les parties de l'histoire qui n'avaient jamais été racontées. Non pour le spectacle, mais pour la compréhension. L'étage restera fermé au public, mais les histoires qui s'y déroulent peuvent offrir aux fans une connexion émotionnelle plus profonde avec Elvis sans compromettre la vie privée. Même ainsi, certains fans continuent de se demander « Elvis est-il toujours en vie ?» La théorie persistante selon laquelle il aurait simulé sa mort et se serait échappé par un tunnel sous Graceland a acquis un statut quasi mythique. Des rumeurs d'un passage secret reliant la maison principale à l'arrière de la propriété circulent depuis des décennies. Certains anciens employés affirment qu'il y a des choses qu'on ne leur a même pas montrées. Un journaliste anonyme, en 1987, a affirmé avoir trouvé une entrée en béton partiellement dissimulée près de l'abri de voiture arrière, bien qu'aucune photographie n'ait jamais fait surface. Ce récit est alimenté par l'intimité croissante d'Elvis dans les années 1970, des microphones cherchant des micros espions, moins d'apparitions publiques, un retrait soudain de la scène publique. Pour les croyants, ce retrait était le prélude à un plan, un moyen de disparaître dans l'ombre de son propre sanctuaire. Le manque de preuves physiques n'apaise pas les spéculations. La première observation majeure a eu lieu en 1978, un an après sa mort, lorsqu'un homme ressemblant à Elvis est monté à bord d'un avion à l'aéroport international de Memphis sous le nom de John Burroughs, un pseudonyme qu'Elvis avait utilisé en tournée. Un touriste a pris en 1984 une photo d'un jardinier derrière la maison, et les fans ont juré que c'était le roi. Les observations ultérieures, dans un bureau des services des véhicules en Californie, dans un Burger King au Texas, regardant un spectacle d'imitateurs au Nevada, ont ajouté de l'huile sur le feu. Chaque affirmation repose sur des images floues et des anecdotes non vérifiées. Pourtant, le mystère persiste à cause de ce qui reste invisible. Les derniers jours d'Elvis furent entourés de secrets et l'étage est resté scellé. D'autres bizarreries alimentent la conspiration. L'orthographe de son deuxième prénom, Aaron, sur le certificat de décès, correspond à la pierre tombale, mais diverge du nom légal Aaron. Pour certains, cette divergence typographique est un signal délibéré, un indice que l'homme enterré là n'était pas le roi lui-même. D'autres soulignent l'absence de preuves médico-légales qu'il aurait vécu au-delà de 1977. Pas de correspondance ADN, pas d'empreinte digitale, pas de communication vérifiée. L'autopsie a été pratiquée, son corps a été vu par la famille, les funérailles étaient publiques. Pourtant, le silence a créé un vide qui invite à l'imagination. Lorsqu'une vie vécue si publiquement est laissée avec des questions sans réponse, les fans se retrouvent à élaborer des récits qui maintiennent l'esprit du roi en vie dans leurs esprits. Riley demeure la gardienne de cet équilibre. Elle reconnaît le pouvoir du mystère pour pérenniser l'héritage d'Elvis. Son rôle n'est pas de démanteler les rumeurs, mais de protéger ce qui comptait pour lui, son héritage émotionnel et la sacralité des pièces scellées. Elle croit que certaines questions sont destinées à rester sans réponse. Peut-être n'y a-t-il pas de tunnel, peut-être les observations sont-elles des erreurs d'identité, peut-être la faute de frappe était-elle une simple correction. Peut-être l'acte le plus rebelle d'un homme qui a passé sa vie sous les feux de la rampe fut-il de cacher une partie de lui-même au monde. En héritant du royaume de Graceland, elle doit choisir quelles histoires peuvent être partagées en toute sécurité et lesquelles doivent rester silencieuses. Des rumeurs circulent également concernant l'idée qu'Elvis aurait eu des enfants au-delà de Lisa Marie. De prétendus héritiers se manifestent, avec des échantillons d'ADN, des certificats de naissance, des photographies côte à côte qui mettent en évidence des ressemblances troublantes.
Si la plupart des affirmations sont rejetées ou ignorées, elles réapparaissent à chaque nouvelle génération de fans, ajoutant une autre couche d'intrigue. Le patrimoine Presley est structuré avec des protections légales qui le rendent presque impossible à contester. Pourtant, la possibilité d'héritiers non révélés persiste dans le discours public. La question de savoir qui contrôle l'empire d'Elvis aujourd'hui est aussi complexe que les mythes qui l'entourent. La structure juridique du domaine le protège des litiges ordinaires. Mais même Priscilla Presley s'exprime au milieu de sa propre bataille juridique. Elle fait face à des poursuites de la part de ceux qui revendiquent une lignée et des droits à une part de la succession Presley, bien que la plupart aient été rejetés. Ces batailles légales maintiennent l'histoire en vie, gardant les projecteurs sur Graceland en tant que musée vivant et champ de bataille pour l'héritage. En fin de compte, Riley Keough n'offre pas de réponse définitive. Elle comprend qu'une partie du pouvoir durable du roi réside dans le mystère. Certaines personnes trouvent du réconfort dans la certitude de sa mort. D'autres chérissent la possibilité que le roi se soit éclipsé dans la nuit, caché dans la chambre silencieuse de sa propre petite-fille. Qu'un tunnel existe ou non, que les observations aient été erronées, que la faute de frappe ait été délibérée, ou que des héritiers inconnus revendiquent une part de la succession Presley, ces questions ajoutent de la texture à un récit qui refuse d'être entièrement expliqué. Les pièces scellées de Graceland restent un témoignage d'un homme qui, malgré toute sa rébellion publique, a pu cacher une partie de lui-même comme un acte de défi silencieux. Les pièces scellées à l'étage sont une source constante de spéculation. Riley Keough, qui a hérité du domaine après le décès de Lisa Marie Presley en 2023, a confirmé que ces pièces restent intactes. Elle les a décrites comme figées dans le temps, une archive vivante qui refuse de bouger. Bien qu'elle n'ait jamais donné de visite officielle, elle a permis à une poignée d'archivistes de jeter un coup d'œil derrière les rideaux. Ceux qui ont passé des décennies à cataloguer chaque livre, photographie et pièce d'équipement qui se trouvaient autrefois dans la sphère personnelle d'Elvis. Leurs récits font écho à un refrain commun. Le contenu de la chambre, du bureau, même de la salle de bain n'a jamais été entièrement scanné ou catalogué. Le mystère ne concerne pas seulement la poussière et les vieux meubles. Il s'agit de la possibilité que les pensées et créations privées d'Elvis soient toujours enfermées derrière des boîtes non étiquetées et des portes en acier scellé. Un ancien employé anonyme du domaine a partagé sur un forum de fans qu'un véritable magnétophone avait été trouvé dans le bureau d'Elvis à l'étage, accompagné d'une petite pile de cassettes non étiquetées. Cette affirmation correspond au fait connu sur l'habitude d'Elvis d'enregistrer chez lui. Il utilisait souvent le magnétophone jusque tard dans la nuit, appuyant sur le bouton d'enregistrement d'un seul doigt tout en fredonnant des mélodies de sa propre voix. Ces enregistrements étaient destinés à une écoute personnelle, à une collaboration avec des producteurs proches ou comme exutoire au processus créatif. Personne n'avait publiquement documenté l'existence de ces cassettes, et le domaine n'a jamais confirmé cette histoire. Pourtant, la simple suggestion de matériel caché et inédit attise l'imagination de chaque fan qui rêve d'une performance surnaturelle du roi. La gestion de Riley va au-delà de la garde de ses reliques physiques. Elle gère activement le Elvis Presley Trust, un cadre juridique qui contrôle les finances, la propriété, l'octroi de licences d'image et les droits de propriété intellectuelle. C'est une entité complexe qui non seulement gère les opérations quotidiennes de Graceland, mais sert également de gardien pour toute revendication sur l'héritage Presley. Le trust exige des procédures strictes. Tout héritier présumé doit produire des preuves ADN vérifiables, étayées par une chaîne de possession incontestée et subir un examen juridique rigoureux. Les quelques revendications qui ont été portées devant les tribunaux, comme l'homme qui a demandé une ordonnance du tribunal pour exhumer le corps d'Elvis ou la femme qui a soumis un échantillon de cheveux, ont été rejetées parce que les preuves ne répondaient pas aux normes rigoureuses du trust. Ainsi, le terrain juridique reste solide, bien que la possibilité d'héritiers non divulgués continue de rôder dans l'ombre, alimentant rumeurs et spéculations. Malgré son rôle de fiduciaire, Riley a choisi de ne pas s'engager dans le sensationnalisme dont se nourrissent les médias et les forums de fans. Elle a refusé d'ouvrir le deuxième étage de Graceland aux touristes ou d'autoriser les caméras dans les espaces familiaux privés. Elle a également décliné toute offre de télé-réalité ou de récit dramatisé de la vie d'Elvis. Pour Riley, la priorité est d'honorer l'homme derrière le mythe.
Elle croit que préserver l'intégrité de son histoire personnelle est un hommage plus puissant que de transformer son histoire en un spectacle commercialisable. Cette philosophie se manifeste par son soutien à de nouveaux partenariats éducatifs. Elle a travaillé avec des universités pour intégrer des études sur Elvis dans des programmes qui examinent la célébrité, l'impact culturel et l'évolution des industries musicales. Ces collaborations offrent aux étudiants l'opportunité d'explorer les forces culturelles qui ont façonné l'ère du roi sans compromettre sa vie privée. La décision de se concentrer sur la conservation numérique est particulièrement frappante à une époque où chaque artefact peut être numérisé, partagé et monétisé. Riley a supervisé la numérisation méticuleuse des archives officielles d'Elvis, photographies, enregistrements officiels et matériel promotionnel que RCA et Sony ont publiés en coffret au fil des ans. Chaque coffret est une collection organisée, soigneusement sélectionnée pour sa viabilité commerciale. L'archive numérique de Riley s'épand plus loin. Elle a nommé une équipe d'archivistes pour scanner chaque document, livre et cassette qui n'a jamais été catalogué. Le processus est minutieux. Chaque cassette doit être identifiée, étiquetée et stockée dans un coffre-fort à température contrôlée. Même des objets simples comme la guitare bien-aimée d'Elvis ou ses feuilles de paroles manuscrites sont catalogués avec la même rigueur, garantissant qu'aucun artefact n'est négligé. Pourtant, le silence même qui entoure les pièces scellées alimente la persistance du récit des enregistrements perdus. Alors que RCA et Sony ont publié des prises alternatives et du matériel inédit, ces sorties sont le résultat d'une curation délibérée. Le coffre-fort personnel d'Elvis reste comparativement gardé. Pour les fans, ce silence est une sorte d'accusation. Si un musicien de la stature d'Elvis n'a pas ouvert ses archives personnelles au monde, c'est peut-être que quelque chose d'extraordinaire s'y cache. Les pièces scellées servent de toile vierge, sur laquelle chaque nouvelle théorie peut être peinte. Les sorties non officielles, bootlegs, ont ajouté une autre couche à l'histoire. Dans les années 1990, une cassette a circulé affirmant contenir « This is Goodbye », une ballade prétendument enregistrée quelques semaines avant la mort d'Elvis. Elle a ensuite été démentie lorsque la voix a été identifiée comme celle d'un imitateur connu, mais cela n'a rien fait pour atténuer la soif de nouveau matériel. Chaque cassette qui apparaît sur les marchés souterrains, qu'il s'agisse d'une version alternative d'une chanson connue ou d'un mystérieux inédit, a suscité un débat intense. Certaines analyses, menées par des fans, trouvent des similitudes dans le timbre vocal et le phrasé qui suggèrent l'authenticité, tandis que d'autres soulignent des bizarreries de production ou la présence de bruits de fond qui trahissent un cadre de studio. Le débat repose souvent sur un seul détail, la source de l'audio. Si elle provient d'une archive légitime du domaine, elle fait légitimement partie de la production créative d'Elvis. Sinon, elle reste un écho contrefait. Ce qui maintient la théorie des titres perdus en vie, cependant, n'est pas seulement l'existence de ces enregistrements pirates, mais le silence persistant du domaine. Alors que les sorties officielles du roi sont venues et reparties, le stockage privé de Graceland reste un coffre-fort intact. Les archivistes rapportent que certaines zones de la chambre d'Elvis, de son bureau et même de son propre casier personnel au sous-sol contiennent encore des boîtes non triées, de livres, de cassettes et de documents personnels. Ces éléments pourraient inclure des sessions de piano brut, des maquettes vocales ou même des lettres privées qui n'ont jamais été rendues publiques. La découverte d'un magnétophone dans le bureau est peut-être la piste la plus alléchante, car elle suggère un trésor caché de performances brutes et intimes qu'Elvis lui-même a enregistré pour ses propres oreilles. Pour Riley, le défi est d'équilibrer cette promesse tacite de trésor caché avec le devoir de protéger l'intégrité du trust et la position juridique du domaine. Elle a parlé de la nécessité de garder le contenu de certaines zones de stockage intactes et a décrit sa propre intuition qu'elle ressent un lien avec les artefacts personnels du roi. Les archivistes partagent ce sentiment, décrivant l'expérience de manipuler une cassette non étiquetée comme à la fois étrange et exaltante. C'est un rappel que l'homme qui régnait sur le monde du rock'n'roll gardait encore ses moments les plus personnels enfermés et que ces moments pourraient détenir la clé d'une nouvelle ère de compréhension de son génie créatif. Lorsque le domaine a annoncé la découverte du magnétophone, aucune confirmation officielle n'a jamais fait surface. Pourtant, l'histoire a pris racine dans la communauté des fans parce qu'elle correspond parfaitement à tout ce que l'on sait des habitudes d'enregistrement d'Elvis. On savait qu'il s'enregistrait en chantant occasionnellement chez lui, parfois pour évaluer sa voix, d'autres fois pour partager des ébauches avec des collaborateurs proches. Ces cassettes n'étaient pas destinées à être publiées, elles étaient personnelles et peut-être profondément privées.
Même l'ancien producteur d'Elvis, Felton Jarvis, a dit un jour que Presley avait enregistré bien plus que ce que RCA n'avait jamais publié. Il a parlé de cassettes de fin de soirée et de sessions de piano brut qui avaient été tenues à l'écart du radar du label parce qu'Elvis ne voulait pas que quiconque les entende, que ce soit à ce moment-là ou jamais. La question de savoir si ces enregistrements ont survécu et sont toujours rangés dans une armoire quelque part à l'étage est celle à laquelle personne ne semble pouvoir répondre définitivement. Pour Riley, chaque décision qu'elle prend est un coup de pinceau sur la toile toujours en expansion de l'héritage du roi. Elle choisit de garder les pièces scellées intactes, de protéger les coffres de musique qui peuvent ou non exister et de préserver le trust qui protège le nom Presley de la fraude. Elle le fait avec une détermination tranquille qui fait écho à la propre confiance silencieuse du roi. Une promesse tacite que la véritable histoire d'Elvis sera révélée, non pas dans des gros titres sensationnels, mais dans le dévoilement prudent et mesuré de la vérité que les fans attendent depuis longtemps. Ray Ray se tenait au seuil de la porte en béton du sous-sol, les gonds cliquetant doucement alors qu'elle l'ouvrait. Des particules de poussière tourbillonnaient dans le faisceau de lumière de l'unique ampoule nue, et l'air portait une légère odeur de vieux papier et de cuir. La pièce derrière elle était une archive vivante, des boîtes empilées, chacune enveloppée dans une teinte différente de papier brun fané, certaines marquées seulement de quelques initiales cryptiques. Le poids du silence pesait sur ses épaules. C'était un silence qui s'était amplifié chaque année que le domaine retenait son souffle, attendant une révélation qui pourrait modifier la compréhension publique de l'héritage du roi.